Même si je ne suis pas un spécialiste de la musique, il faut quand même que je vous avertisse, ni même, encore pire, des industries musicales. Moi, je travaille plutôt sur les questions liées à l'internationalisation des médias et des industries culturelles. Et c'est à partir de cette perspective que je vais essayer d'intervenir ici. Donc je vais replacer, si vous voulez, la question de la création musicale dans un cadre plus vaste, celui de la question des industries culturelles et de la circulation à une échelle mondiale ou régionale des produits culturels. Et donc je voudrais, mon propos ici sera théorique. Je voudrais voir, étudier, passer un peu en revue les différentes façons de penser les enjeux de l'internationalisation des industries culturelles, dont les industries musicales. Et pour ce faire, il est nécessaire de prendre un peu de recul. Bien avant que l'on commence à utiliser le buzzword, comme vous avez évoqué tout à l'heure, de globalization, eh bien, il y avait des processus d'internationalisation des médias, des industries culturelles, des produits culturels et des savoirs se sont constitués bien avant donc, le développement des discours sur la globalisation. Des savoirs se sont constitués dès les années 70 sur ces questions. Et donc on va revenir sur ces premiers savoirs qui relèvent de l'économie politique critique de la communication, et on va voir comment progressivement, à partir des années 80 et surtout de la fin des années 90, sous l'impulsion notamment des travaux issus des Cultural Studies, mais aussi de certains travaux d'anthropologues, dont les perspectives convergent à un moment avec celles ouvertes par les Cultural Studies. Donc comment ces chercheurs ont impulsé de nouvelles façons de penser les enjeux de l'internationalisation des médias et des industries culturelles, et les nouvelles façons de penser les effets, d'une certaine façon, de ces processus d'internationalisation des industries culturelles, de nouvelles façons de penser qui s'opposent à bien des égards aux perspectives qu'avait élaborées auparavant l'économie politique critique de la communication. Donc le parcours théorique, vous pouvez le mesurer, proposé, est très vaste, sans doute trop vaste. Donc pour essayer de ne pas être trop éparpillé, je vais appuyer mon raisonnement sur quelques ouvrages clés, sur quelques textes clés, pas forcément des ouvrages, sur quelques textes clés qui ont émaillé la constitution d'un savoir sur la circulation des produits culturels. Donc je commence avec, on aurait pu commencer un petit peu avant, mais c'est quand même un point de départ très important que celui des travaux sur l'économie politique critique de la communication, qui prend corps à partir de la fin des années 60, la toute fin des années 60, et qui se développe en particulier dans les années 70, et qui est une des approches décisives pour penser ces processus d'internationalisation des industries culturelles. L'un des livres fondateurs de cette approche dite de l'économie politique critique de la communication, c'est un ouvrage d'un chercheur américain, Herbert Schiller, qui est publié en 1976, Communication et domination culturelle. Le titre de l'ouvrage illustre bien l'un des thèmes forts de ces recherches critiques. Celle-ci replace les processus d'internationalisation des industries culturelles et les processus d'internationalisation des médias dans le cadre des rapports de domination qui structurent à une échelle mondiale les relations entre nations, et plus particulièrement dans le cadre de cet ouvrage, dans le cadre des relations de domination qui structurent, on est dans les années 70, les relations Nord-Sud. Donc Schiller se demande dans cet ouvrage quel rôle jouent les moyens de communication dans ces rapports de domination Nord-Sud.
Et la réponse est sans équivoque. Le rôle des moyens de communication et des industries culturelles dans ces rapports de domination est central. Il est central. L'intérêt de cet ouvrage, l'un des intérêts de cet ouvrage, et c'est l'un des apports de l'économie politique critique encore aujourd'hui, est de mettre à nu l'existence d'un véritable système transnational, des médias, des industries culturelles, de montrer comment celui-ci est organisé. Il met en évidence les acteurs, l'existence des grands acteurs de ce système, au premier rang desquels il y a bien évidemment les multinationales de la communication, mais il y a aussi les États, il y a aussi les organisations multilatérales. Donc il met en évidence l'existence de ces acteurs, il étudie les relations qui existent entre ces acteurs, entre multinationales de la communication, multinationales tout court, États nationaux du Nord, États nationaux du Sud, organisations multinationales, un peu moins les publics, on va y revenir. Donc, très important, c'est de cette date-là que c'est à partir de ces années-là que l'on va produire des travaux mesurant les flux de communication à une échelle planétaire. C'est de ces années-là que datent les premières études sur la circulation des émissions de télévision, sur la circulation des films de cinéma. Et c'est un petit peu plus tardivement qu'il y a des tentatives, mais moins abouties que les précédentes, de cartographie des flux musicaux. Je vais y revenir sur l'ouvrage fondateur pour ce point. Donc Herbert Schiller s'intéresse dans ce livre à la façon dont les produits de ces grandes multinationales de la communication sont véhiculés à une échelle mondiale et comment est-ce qu'à travers ces produits sont véhiculés aussi des modes de vie, des idéologies, pour le dire. Une idéologie, nous dit Schiller, qui est une idéologie de la société de consommation à l'américaine, qui se diffuse à une échelle mondiale avec toute sa force d'irradiation du centre vers la périphérie. On est dans le cadre des cartographies de l'échange inégal. Alors, dans le cadre de cet ouvrage et dans le cadre des autres ouvrages qui sont produits au même moment par d'autres chercheurs en Amérique latine, au Canada et dans d'autres pays, donc les grandes multinationales de la communication sont décrites avec leurs relais locaux, très important, prendre en compte les relais locaux, donc comme englobant les populations du monde dans une culture relativement homogène de la marchandisation. L'idée, c'est que les multinationales de la communication, donc d'une certaine façon, branchent les nations du tiers-monde, dans une culture homogène de la marchandisation, de la consommation. On retrouve cet argument dans l'autre ouvrage qui apparaît sur le PowerPoint, celui du chercheur hollandais Cies Hamelink, donc, dont le titre est explicite, l'autonomie culturelle à l'ère des communications globales, donc, qui a été lui rédigé en 1983, qui est un autre des grands classiques de cette période-là. Donc lui, il utilise l'expression, et c'est pour ça que je le cite, l'expression plutôt, et qui est plus adaptée sans doute, de synchronisation culturelle. Les multinationales de la communication donnent corps à un processus de synchronisation culturelle qui branche donc les populations du tiers-monde en particulier, sur les valeurs dominantes qui sont véhiculés par les produits des multinationales de la communication occidentale. Donc, un petit extrait de la prose de Cies Hamelink. C'est important parce que ça va être repris par des chercheurs, des anthropologues, Ulf Anners, pour ne pas le citer, qui s'appuient sur une critique de Cies Hamelink pour développer une vision radicalement différente du rôle que jouent les flux transnationaux culturels dans la société internationale
Donc voilà. Hein, donc retenons que ces travaux donc, présentent les multinationales de la communication comme jouant un rôle très important dans l'intégration des sociétés nationales dans un système global. Hein, l'intégration des sociétés nationales dans un système global qui est dominé par les valeurs du centre, dans le cadre de la géographie centre-périphérie propre à cette époque. Donc dans ce cadre-là, les produits des industries culturelles sont entendus en termes de dépendance, c'est-à-dire, non, plutôt sont entendus comme créant une situation de dépendance, pour reprendre une notion née en Amérique latine, comme créant une situation de dépendance culturelle, hein, puisque intégrant les populations dans l'univers idéologique des grandes puissances, une situation de dépendance culturelle qui a pour corollaire la dépendance économique et la dépendance politique. Alors, l'économie politique, elle ne réfléchit pas seulement aux logiques de domination. Elle réfléchit aussi aux moyens d'échapper à ces logiques de domination, et elle réfléchit, c'est encore un moment où on peut réfléchir en ces termes-là, hein. Elle réfléchit aux logiques qui permettent d'échapper aux effets considérés comme néfastes de l'internationalisation, et dans ce cadre, plusieurs notions vont être mises en avant, insuffisamment interrogées certainement, on va y revenir. Les notions d'identité nationale, une identité nationale qu'il faut défendre, la culture nationale, mieux, la souveraineté nationale en matière culturelle, la souveraineté nationale en matière de communication, ou, comme dans l'ouvrage de Cisamelink, dont vous voyez ici le titre, comment essayer d'atteindre un état d'autonomie culturelle à l'ère des communications globales. Donc là, il faut replacer un tout petit peu dans le contexte. On est dans les années 70, au lendemain des indépendances, et la question de la culture nationale, de l'indépendance culturelle nationale est une question centrale au niveau international. À quoi ça sert, pour aller vite, à quoi ça sert d'être indépendant politiquement et économiquement si on n'est pas indépendant culturellement, d'accord ? On ne peut pas lire ces mots d'ordre de la défense de la culture nationale avec les yeux d'aujourd'hui, qui sont les yeux des discours souvent enchantés sur la mondialisation. Donc voilà. Alors, juste un détour, un des livres où ce besoin de défendre la souveraineté nationale en matière de communication est le plus proclamé, c'est celui que publie Herbert Schiller avec son collègue finlandais Carl Nordenstrang, donc Souveraineté nationale et communication internationale. Dans cet ouvrage, dans la préface, ils écrivent: la souveraineté nationale, la notion de souveraineté nationale fait partie des notions clés de l'étude de la communication internationale. D'accord ? On ne pourrait plus écrire cela de la même façon aujourd'hui, bien entendu. Mais encore une fois, il faut avoir à l'esprit le contexte. De là découle le fait que ces chercheurs critiques, et ça c'est un point qui est souvent un peu oublié, de là découle le fait que ces chercheurs critiques mettent en avant, et ils sont parmi les premiers à le faire, la nécessité de mettre sur pied des politiques publiques nationales en matière de moyens de communication, en matière d'industrie culturelle. L'idée, c'est d'essayer de protéger les pays, en particulier les pays du tiers-monde, mais aussi les pays européens, des logiques considérées comme nuisibles de l'internationalisation, en mettant l'accent sur des politiques publiques protectionnistes, de promotion des industries culturelles, faire en sorte que les industries culturelles servent les intérêts du développement national. Évidemment, quelques années plus tard, on rajoutera, avec toutes les ambiguïtés que cela peut avoir, le développement national, pour qui et selon qui. Donc, mettre les moyens de communication à travers
une action organisée des autorités au service du développement national et non pas au service de la consommation de produits étrangers. Tel, en tout cas, est l'idéal. Alors, vous voyez, dans cette perspective, d'une certaine façon, le niveau global est pensé comme largement opposé, ou comme constituant même un franc danger par rapport, vis-à-vis plutôt du niveau local. Les multinationales de la communication opérant à une échelle globale mettent en danger les industries culturelles locales. Néanmoins, les rares ouvrages produits sur l'économie politique critique de l'industrie musicale donc, invitent à penser cette relation entre niveau global et niveau local de façon un tout petit peu plus complexe. L'une des premières contributions, selon cette perspective, à la compréhension des industries musicales, c'est l'œuvre d'un collègue belge, André Lange, qui aujourd'hui travaille à l'Observatoire européen de l'audiovisuel, mais ça c'est une autre histoire. Donc un ouvrage qu'il a consacré à l'époque aux stratégies de la musique et qui porte, en tout cas dans sa première partie, sur l'industrie internationale de la musique enregistrée, qui sort en 1986 et qui s'inscrit dans la continuité des travaux que j'ai évoqués, tout en étant critique à l'égard de certains de ces travaux. Et André Lange, il montre en 1986 que l'internationalisation des grandes multinationales de la musique prend deux formes complémentaires. D'une part, elles exportent leurs produits, elles exportent à destination des marchés locaux leurs produits internationaux, mais d'autre part, elles encouragent sur les marchés locaux la production de talents locaux, au moins sur les marchés locaux solvables, la production de certains talents locaux qui doivent respecter un certain nombre de critères pour faire en sorte que ceux-ci vendent ensuite sur les marchés locaux et pour faire en sorte aussi de vendre après ceci éventuellement à une échelle plus internationale. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que chez André Lange, le rapport entre global et local est un petit peu plus complexe que dans d'autres travaux. Et on va voir que ce rapport entre le global et le local reste encore aujourd'hui problématique. Donc voilà. Alors, à partir du début des années 80, et surtout la fin des années 80 et le début des années 90, ces arguments de l'économie politique critique vont les uns après les autres. Donc là, vous allez peut-être avoir l'impression que c'est systématiquement organisé, mais c'est une reconstruction. Ça se passe plus dans le bazar, dans la réalité de la vie des idées. D'accord ? Mais on va voir que les uns après les autres, les arguments de l'économie politique critique vont être déconstruits et renversés, pour tout dire, par d'autres perspectives qui, à leur tour, ne seront pas sans poser problème. Donc, ce qui va être reconsidéré, d'abord, c'est la façon de percevoir la nature des flux culturels transnationaux, les flux culturels transnationaux. Donc, on vient de le voir, pour les chercheurs de l'économie politique critique, les flux culturels transnationaux étaient sans aucun doute possible porteurs de menaces pour l'intégrité culturelle des pays du tiers-monde. Au cours des années 80, on va reprocher de plus en plus à ces travaux critiques d'être sous-tendus par une vision quelque peu négative des produits de la culture de masse. Et là, les Cultural Studies britanniques, les premières, le terreau original des Cultural Studies, parce qu'elles sont devenues après, en se mariant avec d'autres influences dans les universités américaines ou australiennes. Donc les premières Cultural Studies, celles qui émergent au centre contemporain des Cultural Studies à l'université de Birmingham,
Donc, dans ce cadre-là, vont être produits des travaux sur les cultures que l'on dit subalternes, mais en anglais, ça sonne beaucoup mieux. En français, on commence à se dire qu'est-ce que c'est que ce bazar. En anglais, ça sonne beaucoup mieux. Et donc, en s'intéressant à ces cultures subalternes, ils vont, ces travaux, donner une légitimité aux productions culturelles qui tendaient à être vilipendées dans certains travaux critiques, mais pas systématiquement. C'est plus complexe que ça. Donc, ces produits vont être de plus en plus présentés comme non seulement légitimes, mais aussi comme constituant de véritables ressources. Le mot a été prononcé à plusieurs reprises ce matin, et c'est un des mots-clés pour comprendre le rôle que jouent les flux transnationaux, selon une nouvelle conception en tout cas. Donc un des textes clés de ce nouveau regard qui est porté sur les flux transnationaux de produits culturels, c'est un texte d'une grande figure de l'étude de ces publics dits subalternes, c'est Dick Hebdige. Donc c'est un texte qui est publié en 1981 et qui circule en particulier bien à partir de 88, moment où il est republié dans un recueil de textes. Donc, dans ce texte, Dick Hebdige s'intéresse donc aux controverses qui ont été suscitées par l'introduction de différentes formes industrialisées de culture en provenance des États-Unis en Grande-Bretagne. Donc, depuis les rutilantes américaines, il a une vision très large de la culture, jusqu'aux rutilants frigidaires, jusqu'au, et c'est ça qui nous intéresse ici, jusqu'à l'introduction du rock'n'roll et du rhythm and blues. Donc pour la fin de la période, donc les années 50, la deuxième moitié des années 50. Donc son texte met bien en évidence le conservatisme culturel, c'est lui qui emploie le terme, le conservatisme culturel, donc, dont font preuve les élites culturelles et politiques britanniques face à ces formes industrialisées et américanisées de culture que représente le rock'n'roll ou le rhythm and blues. Donc ces formes culturelles, ces produits culturels sont stigmatisés comme mettant en danger, je cite, les valeurs fondamentales britanniques ou européennes. Alors, ce qui est intéressant, et c'est ça l'apport du chercheur, c'est que à des lieux de ce discours contenteur, à l'encontre de la culture de masse à l'américaine, il montre comment, pour les jeunes de la classe ouvrière britannique, ces chansons de rock'n'roll, ces rythmes de rhythm and blues, pas très heureux, vont être des ressources. Je me souviens plus si le terme est employé, mais c'est le sens qui est donné en tout cas. Vont être des ressources qu'ils vont employer pour nourrir leurs identités qui sont des identités contestataires. Ils font siennes, si vous le voulez, ils font leur les valeurs du rock'n'roll, les valeurs d'hédonisme, de plaisir, avec un petit brin de révolte. D'accord ? Et donc il montre bien, Dick Hebdige, le hiatus total qu'il y a entre, d'un côté, la condamnation sans appel des autorités, et de l'autre, la façon dont les publics, eux, et surtout les publics de la classe ouvrière britannique, blanche, s'approprient à des fins de construire des identités contestataires ces produits. Alors, au cœur de ce texte, il y a donc un argument qui va devenir central et qui est encore aujourd'hui central. Cet argument, c'est l'idée que les flux de communication transnationaux, même ceux qui peuvent être considérés comme dominants, même ceux qui sont véhiculés par les multinationales de la communication,
Ces flux transnationaux, plutôt que d'être considérés comme porteurs de péril, plutôt que de devoir être considérés comme porteurs de péril, ils doivent être considérés comme des ressources. Ils doivent être considérés comme des ressources à partir desquelles certains consommateurs peuvent déployer de nouvelles formes d'identification en dehors des cadres un peu répressifs, oppressants de la culture dite nationale. Donc il y a là aussi implicite une critique du cadre de la culture, de ce que l'on entend par la culture nationale. Ce qui m'amène à mon troisième point, autre apport des cultural studies, c'est la déconstruction des notions de culture et d'identité nationale, déconstruction des notions de culture et d'identité nationale, pourquoi est-ce que j'en parle? C'est pas parce que c'est que ces notions étaient centrales dans le raisonnement de l'économie politique critique. Et la déconstruction de ces notions va avoir des répercussions très importantes sur la façon de penser la nature des flux transnationaux. C'est à ça que je voudrais venir. Donc là, ce sont des choses que vous connaissez très bien, donc je passerai peut-être un petit peu vite. Donc deux ouvrages clés, les deux ouvrages de Paul Gilroy, 87 et 93. Paul Gilroy, qui est toujours au CCCS au moment où il écrit ses ouvrages, du moins le premier. Après, il partira aux États-Unis. Maintenant, il officie à la London School of Economics. Ce n'est plus l'université de Birmingham. Ainsi vont les choses. Donc, le contexte où il écrit son ouvrage, le premier ouvrage, c'est celui de la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher. La Grande-Bretagne de Margaret Thatcher. Un contexte où les discours publics, contexte de crise, où les discours publics mettent en avant, de façon assez stridente, une conception très spécifique de l'identité britannique, qui tend à résumer l'identité britannique à sa dimension identité anglaise et blanche. Et donc, Paul Gilroy, il s'en prend à cela. Il dit en substance, cette conception de l'identité n'est pas tenable dans un pays qui est un ancien grand empire colonial et qui voit aujourd'hui arriver les ex-colonisés sur son territoire, les ex-colonisés avec leur culture sur son territoire. Et donc, il affirme haut et fort la nécessité de rompre avec ces conceptions figées, avec ces conceptions fixées, une fois pour toutes, de l'identité nationale qui inscrivent celle-ci dans un moule national qui semble inamovible. Donc à cette conception figée, il oppose des conceptions dynamiques, plus dynamiques de l'identité et de la culture, et c'est à ça que je veux en venir. Et dans cette conception dynamique, il intègre le rôle central que joue la circulation transnationale, dans l'élaboration des identités et des cultures. Et donc, donc ça a été cité ce matin, pour montrer combien il est important de prendre en considération le rôle central que joue la circulation transnationale dans la formation des identités et des cultures. Il prend l'exemple des musiques noires, dont il est aussi l'un des meilleurs critiques en Grande-Bretagne, l'un des meilleurs experts. Donc, et il s'intéresse en particulier, dans le premier comme dans le deuxième, à la circulation de ces musiques noires. Donc la figure de la circulation s'impose à travers ces travaux. La figure de la circulation s'impose vraiment dans le monde académique anglophone. Et donc, il s'intéresse à la circulation de ces musiques noires, donc d'un bord à l'autre de ce qu'il appelle l'Atlantique noir. Pour lui, l'Atlantique noir, c'est une métaphore qui désigne l'ensemble de réseaux, l'ensemble de réseaux complexes qui unissent, depuis l'esclavage, l'Afrique, les Amériques
et l'Europe, et en particulier la Grande-Bretagne. Donc il étudie la circulation de ces musiques noires, entre guillemets, là en anglais ça sonne mieux, et la façon dont, en circulant, ces musiques sont continuellement réappropriées, réinventées. Et il montre, pour finir sur ce point, ou pour finir sur ce point, comment est-ce que ces cultures ont profondément changé la nature de la culture britannique, et qui ne peut donc être considérée comme une identité blanche aujourd'hui. Donc le meilleur exemple de cela étant les Beatles, archétype de la British pop, et pourtant si baignés, en tout cas dans leur premier disque, d'influence des rythmes noirs. Donc, comme chez Dick Hebdige, ces musiques ont beau être médiatisées, mais là, il ne creuse pas beaucoup la question. Ces musiques ont beau être médiatisées par des grandes industries, par des grandes multinationales de la communication, pour certaines d'entre elles, ces musiques noires. Comme chez Dick Hebdige, ces musiques sont porteuses, pour certaines en tout cas, d'une culture contestataire, puisqu'elles sont souvent liées aux luttes politiques pour la reconnaissance donc, des Noirs des deux côtés de l'Atlantique. Alors, les travaux de Paul Gilroy vont exercer une profonde influence sur Stuart Hall, qui fut son professeur, qui fut directeur du CCCS et qui va jouer aussi un rôle très important donc, dans cette déconstruction des identités, de ces notions d'identité et de culture nationale, dans une collection de textes publiés au début des années 90, là j'en ai cité qu'un. Stuart Hall donc, affirme haut et fort le fait que ces notions ont été pendant trop longtemps considérées comme des notions données une fois pour toutes, alors qu'elles sont des productions idéologiques qui ont pour vocation à masquer la diversité dont se nourrissent les nations. Or, il nous dit, et là on rentre dans les théories de la mondialisation culturelle, qui se mettent en place à ce moment-là, il nous dit, aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, il est impossible de penser les identités et les cultures de la même façon, de cette façon-là. On ne peut pas penser les identités et les cultures, les mouvements de transnationalisation du capital, des hommes et des femmes, bien sûr, et des marchandises culturelles sont trop importantes pour qu'on puisse en rester, pour qu'on puisse continuer à travailler avec ce type d'approche de l'identité et de la culture nationale. Et donc, à la suite de Paul Gilroy, il va appeler à penser les identités culturelles comme n'étant, je cite, pas définies une fois pour toutes, comme étant toujours en formation, en construction, comme étant en construction, en permanente construction, pourrait-on rajouter, et comme étant nourries en permanence des apports extérieurs. Et donc, évidemment, cette théorisation des identités et des cultures comme en formation va avoir une profonde répercussion sur la façon de penser les effets des flux culturels transnationaux. Donc, pour les chercheurs critiques de l'économie politique critique, les flux culturels transnationaux mettaient en danger les cultures nationales. Et les cultures nationales, dans le cadre de ces travaux, n'étaient pas interrogées. On est dans le modèle selon lequel, ben oui, ça existe une culture nationale. Et on n'interroge pas, même des chercheurs critiques qui ne sont pas dupes, que les cultures nationales, c'est de la construction. On l'a vu ce matin à plusieurs reprises, d'accord ? Eh bien, même eux n'ont pas déconstruit cette notion, et ils l'ont utilisée de façon parfois un peu légère. On pourra y revenir.
Donc voilà. Mais alors, avec ces nouveaux regards, changement de décor. Les flux transnationaux, ils vont être vus, puisque les cultures nationales sont interrogées, les flux transnationaux vont être vus comme venant contribuer au renouvellement des cultures nationales. C'est plus un danger, c'est une source de modification, voire de renouvellement, voire chez certains auteurs, très nettement, d'enrichissement des cultures. D'accord ? Donc on voit progressivement, il y a un passage là, très important. Donc cette évolution, cette évolution qui a cours dans les Cultural Studies, a cours aussi chez certains anthropologues, en tout cas, donc mais là vous êtes mieux à même que moi d'en parler sans doute, chez certains anthropologues qui reconnaissent dans les articles qu'ils ont pu consacrer, où ils reviennent de façon réflexive sur les textes qu'ils ont produits dans les années 80, ils disent on était très marqués par ce qui se passait dans les Cultural Studies, chez Arjuna Appadurai, chez James Clifford. Il y a une dette qui est payée aux Cultural Studies de façon très nette. Donc les deux se développent, donc de façon parallèle, et avec une influence des Cultural Studies. Alors là, il faut dire quand même que les chercheurs que j'ai cités des Cultural Studies étaient totalement ignorants, si on lit leurs textes en tout cas, de ce qui s'était produit avant eux sur ces questions d'internationalisation de la communication. Ils n'avaient pas lu les chercheurs de l'économie politique critique. Lorsqu'on lit les textes de Ulf-Ahners ou d'Appadurai, on se rend compte que si, eux, ils les ont lus, même si c'est de façon assez légère, il faut le reconnaître. Ulf-Ahners, en tout cas, dans un article classique, désormais, publié dans la revue créée par Arjuna Appadurai et sa femme, donc s'en prend directement aux travaux de l'économie politique critique. Donc, à ses yeux, l'économie politique critique postule l'existence d'une pureté culturelle, d'une authenticité culturelle, qui est considérée comme donc menacée par les produits de l'industrie transnationale. Et donc, Ulf-Ahners nous dit, en posant l'existence d'une culture authentique, on ne peut penser le rapport entre culture locale et culture transnationale qu'en un seul terme, c'est en termes de compétition, de rivalité entre les deux niveaux. Et donc, lui, évidemment, va adopter une autre posture. Il n'est pas dans la compétition entre les deux niveaux, et donc il cite Hamelink, et là, Hamelink perd quelques plumes au passage, mais c'est de bonne guerre. Donc il propose de penser le rapport entre culture locale et culture transnationale, non en termes de compétition, mais en termes de coexistence créative, c'est le terme qu'il emploie. Et pour désigner ces processus d'interaction créative existant entre culture transnationale d'un côté et culture locale au pluriel de l'autre, Ulf-Ahners, c'est bien connu, utilise le terme de créolisation. Par créolisation, il entend donc le processus par lequel les cultures locales, quand elles sont dans une situation de domination, quand elles sont confrontées à une culture transnationale dominante, se transforment, incorporent des éléments de la culture transnationale dans la culture locale, ce qui aboutit à une nouvelle forme culturelle, créolisée, donc née de la rencontre entre culture transnationale et culture locale. Et pour illustrer ces processus, et on reste quand même à un niveau, je crois que vous l'avez dit ce matin, on reste à un niveau, il le reconnaît lui-même dans ses ouvrages postérieurs, on est au niveau de la macro-théorisation, je crois qu'il en parle dans ces termes-là. Et donc il prend quelques petits exemples, dont
de façon assez... donc, un bouquet d'exemples hétéroclites. Les feuilletons télévisés du Nigeria, vous le savez, le Nigeria est une grande puissance télévisuelle et cinématographique. Et il prend aussi, bien que ça n'ait aucun rapport, donc l'exemple de Fela et de l'afrobeat. Donc voilà. Alors, Ulf Ahners, j'y arriverai, insiste largement sur le fait que ces processus de créolisation sont inscrits dans des rapports de domination, mais en mettant l'accent sur les processus de créolisation, il souligne la capacité des cultures locales à résister. Il souligne la capacité des sociétés locales, des cultures locales à résister, leur capacité à s'approprier les flux culturels transnationaux. Donc d'autres termes que celui de créolisation vont être proposés à peu près au même moment. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a une très grande proximité entre les différents termes. Donc Arjun Appadurai va parler, lui, d'indigénisation, pour refléter à peu près la même réalité. Un chercheur argentin exilé au Mexique, Nestor Garcia Canclini, va lui parler d'hybridation. Paul Gilroy, auparavant, avait lui aussi parlé de culture hybride. Donc voilà. Donc ça, fin des années 80, début des années 90, s'installe ce nouveau vocabulaire de l'hybridité, du métissage, du syncrétisme. Donc pour lire les rapports, pour lire l'impact que peut avoir en temps de mondialisation, que peuvent avoir en temps de mondialisation les flux transnationaux. Alors, il faut souligner que ces nouveaux regards sur les flux culturels transnationaux se développent dans un contexte très particulier. Il faut prendre un tout petit peu de recul, et ces nouveaux regards se développent dans un contexte très particulier, qui est celui des années 80-90, et vous n'êtes pas sans savoir que les années 80-90, c'est les années de la déréglementation. Les années de la déréglementation. C'est-à-dire les années où se multiplient les discours pour la libre circulation des marchandises et des marchandises culturelles, et des années où se développent des discours stridents pour la mise en cause des politiques publiques de toute nature, y compris des politiques publiques en matière culturelle. Alors, ce contexte-là, il n'est pas sans conférer aux travaux que je viens d'évoquer une petite ambiguïté. Dans le cadre des travaux critiques, les flux culturels transnationaux étaient vus comme des menaces. L'État était donc vu comme une puissance importante, vers laquelle on pouvait se tourner pour mettre les sociétés à l'abri des effets néfastes des flux culturels transnationaux. On est dans un autre contexte, celui des années 70, celui des États-providence, celui de la reconstruction ou de la construction du national dans certains pays nouvellement indépendants. Alors, dans les travaux qui se développent, les travaux dits de la mondialisation culturelle, le tableau est totalement opposé. L'État, il semble avoir tous les défauts. Il est synonyme d'ère du national. Vous connaissez le mot d'Ulrich Beck, ce nationalisme méthodologique. Eh bien, l'État, évidemment, il est emblématique de ce verrouillage de la pensée qui n'a pas su penser l'internationalisation. Le problème, c'est que d'autres avaient pensé l'internationalisation avant que certains anthropologues, chercheurs en cultural studies, découvrent que ça existait, les processus d'internationalisation. Bon, passons. Donc, en tout cas, l'État est considéré d'un œil méfiant, confèrent les travaux de Paul Gilroy ou les travaux de Stuart Hall aussi. Pourquoi ? Parce que l'État est vu comme
une force négative à l'égard des minorités en particulier. Donc, ce qui est valorisé dans ces travaux, c'est plutôt la circulation transnationale. La circulation transnationale. Pour certains auteurs, la circulation transnationale résume le monde contemporain. Appadurai, son monde de scapes, c'est un monde qui est structuré par des courants transnationaux. Il n'y a plus d'État. Même si après, il va pouvoir revenir un peu sur ces questions. D'accord ? En tout cas, c'est clair que les flux transnationaux sont vus de façon beaucoup plus positive. Donc, où est l'ambiguïté là ? On ne peut pas s'empêcher de penser que, d'une certaine façon, ces travaux, il y a des éléments du contexte de déréglementation qui perlent dans ces travaux, au corps défendant de ces chercheurs. On ne peut pas soupçonner un Appadurai ou un Olfaners de complicité avec le FMI, évidemment. Mais il y a des éléments du contexte qui perlent. Et pour vous convaincre de ceci, on peut faire un tout petit détour, mais tout petit, par un économiste de la culture, enfin un économiste qui est aussi un économiste de la culture américain, Tyler Cowen. Donc ça illustrera bien l'ambiguïté dont j'essaye de parler. Donc Tyler Cowen, c'est un économiste politique aussi, mais pas du tout critique. Il pourrait plutôt être rangé du côté des économistes libéraux de la culture, mais la culture n'est qu'un de ses champs d'intervention parmi bien d'autres. Illustration de cela, il est connu aux États-Unis pour critiquer avec beaucoup de force tout ce qui est politique volontariste en matière culturelle. Il est connu pour ses saillies contre les politiques dites nationalistes de la culture menées par les pouvoirs publics français. Donc Tyler Cowen, très rapidement, se fait d'abord connaître dans le domaine des travaux sur l'économie de la culture par un livre où il loue, où il fait l'éloge de la culture commerciale. En somme, il dit l'économie de marché est particulièrement bien armée pour assurer la diversité et la variété de la production culturelle en matière musicale et en matière de cinéma. Dans le sillage de cet ouvrage, il va produire un autre ouvrage sur le thème qui nous intéresse ici, où il va mettre en avant les bénéfices du commerce culturel pour les cultures locales. Son raisonnement, c'est que de la même façon que le commerce bénéficie au secteur économique de toutes les nations, le commerce culturel bénéficie aux cultures de chaque pays. Alors, ce qui est intéressant pour notre propos, c'est que l'économiste fonde son analyse justement sur la définition hybride de la culture que j'ai évoquée tout à l'heure. Il s'appuie sur les travaux, alors il s'appuie plus sur les travaux de James Clifford, il s'appuie, c'est beaucoup dire, il chipe des éléments ici et là. Donc, en s'appuyant sur cette définition hybride de la culture, il avance le fait que les flux transnationaux occidentaux constituent d'importants éléments stimulant la production culturelle locale. Il donne une multitude d'exemples qu'il emprunte au reggae, à la scène musicale du Zaïre et d'autres éléments. Donc voilà. Et il montre donc comment est-ce que ces musiques se sont profondément renouvelées au contact des influences occidentales. Et comment est-ce qu'elles créent des cultures synthétiques. Il utilise le terme de synthétique là où d'autres utilisent le terme de syncrétique. Alors, il remarque que ces contacts avec la culture commerciale occidentale peuvent évidemment priver les cultures réceptrices d'une partie des signes distinctifs qui faisaient leur force. Ça peut entraîner leur déclin, il le reconnaît. Mais
pour lui, ce déclin fait partie d'un processus naturel, le processus qui voit des cultures s'éteindre et d'autres renaître. Hein, c'est ce qu'il résume avec le titre de son ouvrage, hein, les processus de destruction créative. Processus de destruction créative. Oui, c'est presque ça. Et donc voilà. Donc dans ce cadre-là, pour finir là-dessus, et j'ai presque fini, dans ce cadre-là, les politiques volontaristes, les politiques protectionnistes ne peuvent être que négatives, parce qu'elles privent les cultures locales de cette possibilité de régénération sous l'influence des flux transnationaux. Vous voyez l'argument, hein? Donc pourquoi est-ce que j'insiste tellement sur Tyler Cowen? Aujourd'hui, des textes entiers sont fourmis de citations à Tyler Cowen. Hein, c'est un des hommes les plus influents pour penser ces aspects-là. On n'a pas l'impression comme ça, hein, mais regardez les bibliographies et il prend de plus en plus. Et ces thèses-là se répandent comme une traînée de poudre. D'accord? Alors, j'ai fait ce détour par Tyler Cowen juste pour montrer comment, en mettant l'accent sur l'appropriation créative des flux transnationaux, comment est-ce que cet accent peut nourrir un plaidoyer en faveur du libre-échange en matière de biens culturels, tout simplement. Et donc ça m'amène à ma conclusion. Donc l'exemple des travaux de Tyler Cowen montre combien il peut être risqué d'analyser les appropriations, les processus d'appropriation des flux transnationaux, sans considérer le cadre global où ils opèrent. Le cadre global où ils opèrent. Un cadre global qui est marqué par des logiques. Il y a des logiques d'industrialisation, il y a des logiques d'instrumentalisation, il y a des logiques de détournement, bien sûr, et il y a des logiques de domination. Donc, en ne travaillant que sur le cadre des appropriations, on travaille sur les appropriations sans vraiment comprendre finalement le contexte où se déroulent ces appropriations. Il manque un élément important au tableau. Donc voilà. Alors, ça ne veut pas dire que tous les travaux que j'ai évoqués ne font pas ce travail d'articulation. Certains chercheurs font ce travail d'articulation, et je pense, dans le domaine qui m'intéresse, sur lequel je travaille, moi, je pense notamment aux travaux de Garcia Canclini, qui, lui, il vient de l'étude des politiques culturelles. Alors évidemment, il sait que les cultures hybrides doivent être étudiées aussi en prenant en compte certaines autres dimensions, comme les logiques des industries culturelles et la question des politiques publiques. Mais il y a eu aussi beaucoup de débats en Amérique latine à l'occasion des traités de libre-échange, et donc c'est une réalité palpable. Il n'oublie pas cette réalité palpable, mais cette articulation est loin d'être systématique. Cette articulation est loin d'être systématique dans ces travaux. Et donc on est dans la situation où on a vu se multiplier les travaux sur les appropriations et où on est relativement ignorant sur le paysage global où se déroulent ces appropriations. Finalement, on parle beaucoup de mondialisation, mais on est assez ignorant sur la façon dont... et un des meilleurs exemples, c'est celui des flux musicaux. Un des meilleurs exemples, c'est celui des flux musicaux donc qui circulent. En 1986, mon collègue André Lange disait, en appelait à de patientes études comptables réalisées à un niveau international pour analyser avec plus de rigueur la problématique déterminante des flux musicaux entre pays. Il lançait cet appel en 1986. Près de 30 ans plus tard, cet appel n'a toujours pas été entendu. On ne dispose pas d'une cartographie fine des flux musicaux à une échelle globale. Les seules cartographies dont on dispose, c'est celles que fournit le syndicat international des éditeurs phonographiques, l'IFPI,
qui ne couvre pas tous les pays, parce que dès qu'un marché n'est pas solvable, hein, il n'est pas couvert. Et les données de l'IFPI, elles sont considérées comme fiables par l'IFPI, mais beaucoup de chercheurs contestent les modes de calcul de ces données. D'accord? Donc on est on a beaucoup de choses sur les appropriations et il manque un élément important, un élément important au tableau. Donc je finirai là-dessus. Pour conclure, mais vraiment pour conclure là cette fois-ci, on est passé en une trentaine d'années, un peu plus, on est passé donc dans le domaine des études sur l'internationalisation des industries culturelles aux approches de l'économie politique critique qui mettaient l'accent beaucoup sur le niveau global. Et donc progressivement, on est passé de l'autre côté. On s'est intéressé, on s'intéresse de plus en plus aux appropriations. Vous avez parlé de resémantisation, quelque chose comme ça. Au niveau local, donc, ce qui est important, les appropriations, c'était un élément qui manquait cruellement dans les approches critiques. Je crois que le moment est venu, et on en a parlé, vous en avez parlé ce matin, le moment est venu d'essayer d'introduire entre le niveau global et le niveau local les autres moments, les autres échelles exactement, les autres échelles qui manquent pour avoir une vision plus complète du tableau, parce qu'autrement, on s'approprie, on résiste, mais on s'approprie, on résiste, on ne sait pas à quoi en fait, et c'est quand même important. Donc voilà, pardon d'avoir été trop long.